Située dans le bassin du Congo, deuxième poumon mondial de régulation climatique, les forêts de la République du Congo à elles seules couvrent environ 22,5 millions d'hectares de forêts, soit 65% du territoire national. Bien qu'ayant validé en juillet 2016 la stratégie nationale RED+, avec les expériences de réduction des émissions dans les départements de la Sangha et de la Likwala, pouvant générer jusqu'à près de 11,7 millions de tonnes de dioxyde de carbone de réduction d'émissions d'ici 2021, sous ce manteau épais de verdure se développent aussi des réalités contraires dans certaines localités de la République qui, à force de se perpétrer, risquent d'empêcher que soient atteints avec brio les objectifs visés pour la planète. Le cas du département de la Likumu au sud du Congo-Brazzaville. Déjà orphelines de la certification, les forêts dans ce département sont en proie à une exploitation peu conventionnelle. La société elle-même qui recrute depuis Sibiti, tout le bois ils amènent chez eux. Le bois est transporté. Parce que dans les clauses, par exemple le Koumé, quand on nous dit le Koumé, on prend le diamètre de 60. Mais parfois on voit dans les greniers les Koumé 40 qui passent. Le Koumé 40, on amène le Koumé 40 à l'usine. Je ne sais pas ce qu'il faut avec ça. Bon. Par exemple, quand on dit ils sont venus pour le projet au Koumé, on voit passer le Moabi. Ça c'est une espèce, ça c'est le bois d'hiver. Ils amènent aussi le bois d'hiver. Donc quand le projet arrive, à notre niveau on ne peut pas, puisque nous sommes au village. Nous on ne peut pas savoir comment ils ont traité avec le gouvernement et directement on voit le bois passer. Quand on vient exploiter le bois, nous on ne connaît pas les prix. On ne connaît pas les prix. C'est l'État qui s'arrange avec la société. Par exemple, quand Taman arrive, c'est les Malaisiens qui viennent. Bon, le dialogue avec les gens de Taman, nous n'avons pas le même dialogue. Ils disent, on s'occupe de Big Chef. Le Big Chef, donc, c'est peut-être l'État. Donc, un monsieur qui est au village ne peut pas tenir un langage avec eux. Ils attendent directement ce qu'ils ont signé comme accord avec le gouvernement. Les localités de Zanaga et de Bambama, où s'est séjournée une équipe de la RPDH en mois de mai 2019, dans le cadre du projet Intégrité dans les initiatives climatiques comme RED+, s'est rendu à l'évidence des réalités dans ces localités. Aussi paisibles paraissent-elles, au lever du jour, parfois sous ce brouillard, la volonté des élèves dès les premiers chants d'oiseaux pour l'école, avec 23 000 habitants, 4 quartiers et 27 villages pour Zanaga, et 5 800 habitants, 3 quartiers et 8 villages pour Bambama, ces deux localités essentiellement peuplées des Téké, Ambamba et autochtones, n'ont pas eu du mal à délier leur langue au cours des débats communautaires. Déjà, un aperçu de l'état de lieu sur RED+ avait été mentionné par les premiers citoyens des dites localités. Avant la validation des plans d'aménagement, le constat c'est que les communautés ne sont pas associées. Or, le souhait serait que, avant l'établissement des plans d'aménagement, qu'il y ait des échanges entre les autorités locales, les populations et la société qui veut exploiter une concession forestière donnée. La population est très indignée et très abattue. Et la population ne compte que sur nous. Et quand vous arrivez, j'ai salué votre venue ici, et nous disons que vous êtes désormais cet instrument qui pourra rendre compte et auprès des entreprises, batailler contre les entreprises et pour l'intérêt de la population et au niveau du gouvernement rendre compte également. En les briefant sur le processus RED+, avec des projections des vidéos du changement climatique à Zanaga comme à Bambama, les populations n'ont pas caché leur amertume face à la réalité et les supplices subis par elles. Et pourtant le bois nous appartient ici. Cependant, il faut voir dans quelles conditions les enfants s'asseyent dans les salles de classe. C'est à même le sol. La société SIPA préfère aménager les pistes dans la forêt pour le transport de son bois, au détriment des voies principales. Dans nos forêts, il y a des essences qui, rien que par leur parfum du genre crispocine, maigre comme, repoussent certaines maladies.
Aujourd'hui, les sociétés d'exploitation forestière coupent tout, utile ou pas. Elles font un premier passage, puis un deuxième. Ensuite, une histoire qu'elles appellent retour au domaine. Alors là, c'est le chaos. Tout est saccagé. Même les essences au diamètre plus petits ne sont épargnés. Les règles d'hygiène recommandent d'avoir des endroits appropriés pour déféquer. Seulement les Malaisiens qui exploitent ici, chez nous, le font dans nos cours d'eau. Nous utilisons ces eaux pour boire ou cuisiner. Que devient notre état sanitaire en ce moment-là? Lorsqu'on leur parle, ils nous répondent. Leur analyse les ont conduits à déceler certaines préoccupations dans le cadre des corruptions. C'est ça le grand problème. Quand vous dites que la société forestière fait ce don, lorsque vous dites que les sociétés forestières fassent des dons ou des initiatives du genre forêt communautaire. Voilà, pour habiter soit les écoles, soit les ceci. Mais les produits peuvent très bien arriver au ceci là-bas. Mais la population ne sera pas traitée gratuitement. Même au paracétamol. Même du paracétamol ici, il faut de l'argent. Sinon, ça ne marche pas. Il n'y a pas longtemps qu'en tant qu'association, tout le bureau s'est déporté de la possibilité pour aller combattre la société, la direction départementale de l'économie forestière en la matière. Eux, ils disent, Sycophore et Asia font des dons ici en produits pharmaceutiques. On n'a jamais senti qu'il y a un jour qu'on a donné des dons, il y a un jour qu'on n'a jamais donné. Il y a un groupe d'éléphants avec un mâle dominant à sa tête qui lui ne saccage pas souvent, mais plutôt les éléments de son groupe. Eux ne font pas cadeau. J'ai été victime. Il y a eu un recensement dernièrement pour ça. On nous a distribué des petits sachets de riz, des boîtes de conserve. Donc c'est avec ça que nous allons nourrir nos familles. Ils sont revenus une fois de plus. Bien qu'ayant été recensés, ils ont pris en ligne de compte leurs proches à qui on remettait, qui 5 000, qui 10 000, même si est-ce le cas. Cette somme peut couvrir la valeur de toute une plantation saccagée par des éléphants ou nourrir toute une famille. Dans ce contexte de corruption, des informations sur le CAJAC, le Centre d'assistance juridique et d'action citoyenne, avaient été mises à profit dans ces deux localités avec la mise en place des bureaux locaux de suivi qui ont pris en compte la participation des jeunes, des femmes et des autochtones. Quelques recommandations aussi ont été recueillies au cours de ces échanges. Que les populations qui se plaignent du manque du manioc aujourd'hui parce qu'il y a la dévastation des cultures par les éléphants, là aussi, vous allez nous servir peut-être de soutien pour que ce message parvienne toujours au niveau du gouvernement. Mais peut-être qu'on pourra trouver des solutions à travers les associations qui sont les nôtres. Il n'y a pas une marge pour que la population ait la possibilité, lorsqu'il a besoin de construire, de trouver un arbre qu'on peut scier pour faire sa maison. Sinon, c'est dépenser beaucoup d'argent pour acheter le bois. Pour que les intérêts des communautés soient garantis, le souhait serait que dans l'exploitation forestière, que les autorités locales et les communautés locales participent tout le long du processus d'exploitation. Une initiative très bien appréciée par les populations, pourvu qu'elle soit pérenne. À travers votre association, nous osons espérer que, même si ce n'est pas à court terme, mais à long terme, nous pourrons espérer de bons résultats pour que Bambama aussi soit considéré comme une entité administrative respectable dans la Lukumi et dans notre pays. Et aujourd'hui, avec le travail que vous avez déjà commencé à amorcer, je pense que les populations vont capitaliser ce processus-là, parce qu'il va de l'intérêt de tout le monde. Il va de l'intérêt
et de la localité et des générations futures surtout. Vous avez senti l'engouement même de la salle lorsqu'il s'agissait des débats participatifs. C'est pour vous dire que le processus serait de plus et la bienvenue au niveau de l'entité administrative territoriale de Zanaga. À Zanaga comme à Bambama, au lendemain des débats communautaires, il y a eu un déploiement sur le Kajak. Mais pourquoi l'exploitation forestière ne profite-t-elle pas aux populations locales? Les autorités locales, on demande leur participation avec les communautés, comme je vous ai dit, lors de l'élaboration des cahiers des charges. Lors de l'élaboration. Et lors des signatures ou de la validation des cahiers des charges. En ce moment-là, vous êtes associés. Mais là où il y a un peu le vide, c'est dans la mise en œuvre, dans l'exécution de ces cahiers de charges. Parce que dès que vous avez fini de signer ces cahiers de charges, le constat est que aucun sous-préfet ou aucun administrateur maire ne peut plus rentrer en possession de ces cahiers de charges. En ce moment-là, ça devient comme du document, je ne sais pas, des documents qui sont destinés comme aux initiés. Toutefois qu'on exige la présentation de cahiers de charges, que ce soit les sociétés, que ce soit la direction départementale de l'économie durable, en tout cas, il y a eu une résistance et jamais on en a vu. Et cela, nous avons eu l'occasion d'être en face de Madame la ministre, une fois à Sibiti, lorsqu'il avait s'agit de la signature des plans d'aménagement. Nous avons posé ce problème. Elle était même étonnée du fait que ces cahiers de charges-là soient un secret de Polichinelle. Et donc, ça nous gêne parce qu'il n'y a pas véritablement suivi dans tout ce qu'ils peuvent faire au bénéfice des populations. Elles ne sont pas associées dans la conception des cahiers de charges qui demeurent même pour les autorités locales un vrai secret de Polichinelle. Comme on ne maîtrise pas ce qui est écrit dans le cahier de charges, les pauvres populations vont faire quoi? C'est se faire taire. Mais si en tant qu'association, on ne s'était pas levé pour que cette coin ne touchait tête du doigt, avec tel qui a quel temps ça on a eu des zenga baïti. Mais on a vite compris que même le directeur départemental de la santé était en mission pour aller déposer les produits pharmaceutiques dans ceux-ci. Est-ce que les nôtres sont arrivés? Est-ce que les nôtres étaient égarés quelque part là où il y a des vrais districts? On ne maîtrise pas. Donc le partage ne se fait pas équitablement. L'abbé qui a dévoué sa cause au service des populations de ces localités, qu'il aide tant soit peu, natif du coin, mène aussi le combat de la protection forestière qu'il décrit comme une barbarie sans précédent. Je me reconnais fils de la forêt. J'ai eu une grande expérience à l'extérieur de mon pays. Je rentre découvrir mon pays ou mon terroir saccagé, mais sauvagement. Je crois comprendre qu'autour de la population ici, bon nombre de mes parents, je les appelle comme ça, bon nombre de mes parents, sont ignorants. Ignorants, certainement par le fait qu'ils ne sont jamais sortis de ce terroir. Et moi qui rentre, je répète, de l'Europe, et certainement aussi fréquentant la ville, devant certaines réalités, arrivé ici, on se sent, de près ou de loin, on se sent appelé à faire quelque chose. Ça, je le ferais même si je n'étais pas prêt. Je le ferais pourquoi? Parce que ce que j'ai vu de l'autre côté là-bas, c'est une interpellation. Et rentrer chez moi, ma forêt qui pour moi est mon paradis. Je considère ma forêt comme mon paradis. Aujourd'hui, je me sens étranger dans ma propre forêt. Avec la présence de ces Asiatiques, oui voilà, ils travaillent, semble-t-il, pour nous apporter du bien, de l'argent et tout. Vous pouvez s'y venir, regarder dans quel état se trouvent nos établissements scolaires, nos structures sanitaires. On peut comprendre que dans la localité qui est la nôtre, avec l'exploitation sauvage du bois, nous passions dans les salles de classe, trouver certains élèves assis à même le sol, confinés dans une salle de classe parce que de l'autre côté, oui, la salle, elle est finie, oui, mais il n'y a pas de salle comment on appelle, il n'y a pas de table-banc. Il faut jeter, je ne sais pas, 80 élèves dans une pièce. Bon, ça ne peut que révolter.
Mais le problème, je dis, c'est pas seulement avec les autorités, mais aussi avec mes parents. Parce que les parents aussi sont complaisants. Hein? Ils sont complaisants parce que, bon, on parle de l'existence des cahiers de charges et autres. Mais j'ai dit à ses parents, mais lorsque ces étrangers viennent, est-ce que vous avez le courage de leur poser des questions sur ce qui est vraiment de votre quotidien? Parce que votre quotidien, c'est quoi? C'est faire de manière à ce que vos enfants partent à l'école chaque matin. Qu'ils étudient dans des conditions peut-être pas meilleures, mais quand même dans des conditions acceptables. Bon, voilà, c'est le président du village. Au président du village, on a remis une poignée d'argent. C'est lui, et bien voilà, qui se met là. Désormais, il faut protéger ceux-là, même s'ils viennent nous exploiter. Mais lorsque vous allez voir, c'est combien? Vous pouvez comprendre que dans un village de plus de 300, 400 habitants, on vient déposer une enveloppe de 50 000, une bouteille ou un carton de Gandia, tout simplement parce qu'on demande l'autorisation d'entrer dans leur forêt. Voilà. Donc devant ça, je me sens dans l'obligation de dire non, c'est pas bien. Et je répète, je ne m'en prends pas seulement aux autorités, j'en prends toute la communauté. Hein? C'est normal que l'on exploite notre forêt. Mais il faut définir les critères. Hein? Il faut définir les critères. Au regard de cette mission menée par la RPDH, nous sommes en mesure de dire que la formation des populations locales et autochtones sur le processus RED+, et la vulgarisation en continu des informations y relatives faciliteront l'intégration de celles-ci dans les procédés de bonne gouvernance forestière.